Vous n'avez pas de famille non plus? Dans les ruelles pavées de Lyon, une petite fille lança cette question bouleversante à un homme solitaire, l'invitant à son anniversaire avec une innocence désarmante. Il arriva seul, le cœur alourdi par des années de solitude, et repartit avec une famille, portée par une lumière qu'il croyait éteinte à jamais. La question jaillit, douce mais acérée, brisant le silence comme un éclat de cristal dans l'air glacé de l'hiver lyonnais. Anatole releva la tête, désarçonné, son regard croisant celui d'une fillette d'à peine 3 ans. Ses boucles châtaines dansaient dans le vent mordant, ses joues portaient les stigmates de la poussière des rues, et son manteau, rapiécé et bien trop grand, flottait autour de sa frêle silhouette comme une voile déchirée. Elle serrait contre son cœur un ours en peluche usé jusqu'à la trame, dont un œil manquant semblait témoigner des épreuves traversées. Sous le ciel plombé de la place Bellecour, l'hiver s'infiltrait sous les vêtements, mordant la peau malgré les écharpes et les gants. Les passants, emmitouflés, pressaient le pas, indifférents à la scène. Anatole, figé depuis plus d'1 heure sur un banc en fer forgé, semblait sculpté dans le décor, son élégant manteau de laine anthracite et son écharpe en cachemire soigneusement nouée, trahissant son statut de PDG prospère. Pourtant, ses yeux, creusés par une douleur silencieuse, racontaient une toute autre vérité, celle d'un homme brisé, dont l'âme s'était égarée dans les méandres d'une solitude oppressante. « Qu'est-ce que tu as dit ?» murmura-t-il, la voix rauque, comme s'il émergeait d'un long sommeil. « J'ai demandé si vous n'aviez pas de famille non plus, » répéta la fillette, sa voix aussi délicate qu'une clochette d'argent dans la brise. « Vous avez l'air triste, les gens tristes, souvent, ils sont seuls. » Ces mots, d'une simplicité désarmante, transpercèrent Anatole comme une flèche. Personne ne lui avait parlé ainsi depuis des années, avec une telle franchise, une telle pureté. Il hésita, cherchant ses mots, puis murmura « Non, plus maintenant ». La fillette hocha la tête, comme si cette réponse portait en elle une sagesse universelle. « Moi et maman, on n'a pas de famille non plus. Juste nous et nounours. » Elle brandit son ours en peluche, rapiécé avec amour, comme un trésor inestimable. « Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 3 ans. » Ces paroles s'enroulèrent autour du cœur d'Anatole, serrant fort là où la douleur s'était enracinée. Il ouvrit la bouche, mais les mots restèrent prisonniers de sa gorge, étouffés par l'émotion. La fillette continua, imperturbable, son regard brillant d'une joie simple. « Maman a dit qu'on aura une pizza et un petit gâteau ce soir. Elle a économisé pendant des semaines pour ça. Je vais souffler une bougie, c'est ma partie préférée. » Anatole sentit une boule se former dans sa gorge. Mais maman était triste ce matin. Elle a dit que le foyer était complet et qu'on devra peu être dormir dehors encore. Je lui ai dit que c'était pas grave. J'ai dit, si on invite quelqu'un à mon anniversaire, peut être qu'on aura moins froid. Elle leva vers lui des yeux immenses, scintillant d'une confiance absolue, un éclat d'espoir dans la grisaille. Vous voulez venir? C'est pas grand-chose. Juste une pizza. Mais je partagerai. Tu m'invites? Demanda Anatole, incrédule, son cœur battant à un rythme oublié. Elle lui offrit un sourire radieux, un rayon de soleil, perçant les nuages lourds. Oui, c'est près de la vieille pharmacie, là où le mur est chaud à cause des tuyaux. Anatole secoua la tête, tentant de saisir l'absurdité de cet instant. Comment tu t'appelles? Clémence. C'est un prénom magnifique, dit-il avec une douceur qu'il ne se connaissait plus. Maman dit que c'était celui de sa grand-tante. Et vous? Anatole. Eh bien, monsieur Anatole, vous venez à ma fête? Pas besoin d'apporter quoi que ce soit. Il la regarda, vraiment. Pas une enfant des rues, pas une étrangère, mais une étincelle vibrante dans l'obscurité de sa vie. Il aurait dû refuser. Son agenda débordait de réunions, d'appels, de contrats qui, autrefois, donnaient un sens à ses journées. Mais à cet instant, tout cela s'effaça, comme balayé par le vent glacial. Il se leva, ajusta son manteau et hocha la tête. Ce serait un honneur, Clémence. Elle tapa des mains, ses petits gants usés claquant joyeusement. Youpi, maman va être tellement contente. Anatole la suivit alors qu'elle sautillait devant lui, ses bottines éraflées résonnant sur les pavés luisants de la vieille ville. Le soleil déclinait derrière les toits de Lyon, projetant des ombres longues et dansantes sur les façades ocres des immeubles. Pour la première fois depuis des mois,
Anatole sentit une chaleur timide naître dans sa poitrine. Une lueur fragile mais bien réelle. Il respirait plus librement, comme si un poids invisible s'allégeait. Et il se demanda comment une enfant, avec si peu, pouvait lui offrir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Une gentillesse pure, désintéressée, qui n'attendait rien en retour. En suivant Clémence à travers les ruelles crépusculaires du Vieux-Lyon, quelque chose de profondément enfoui s'éveilla en lui. Elle avançait en sautillant, murmurant des secrets à son ours en peluche, inconsciente de la tempête qu'elle avait déclenchée dans l'âme d'Anatole. Ses pas légers débordaient de confiance, et elle avait choisi de lui accorder cette confiance. À lui, un inconnu en costume aux yeux éteints, ses souliers vernis claquaient sur les pavés usés, détonnant dans ce quartier où la misère côtoyait l'histoire. Il ne savait pas pourquoi il avait dit oui. Être était-ce sa voix, si innocente, ou cette question, vous n'avez pas de famille non plus, qu'il avait frappé comme un écho de sa propre douleur. Il n'avait pas toujours été seul. À 8 ans, Anatole avait perdu ses parents dans un accident de voiture sur la route des Alpes. Les gyrophares, la voix apaisante d'une assistante sociale, puis l'étreinte réconfortante de sa grand-mère, Célestine, restaient gravés dans sa mémoire. Célestine, couturière aux mains nouées par l'arthrite, l'avait élevé avec une tendresse infinie, des bols de soupe fumante et des histoires murmurées au coin du feu. Elle était devenue son univers, son refuge, lorsqu'il avait connu le succès dans la vingtaine, bâtissant un empire technologique depuis un petit bureau lyonnais. Elle avait été sa plus fervente admiratrice, ses yeux brillants de fierté à chaque étape. Mais quand elle s'était éteinte l'hiver dernier, juste avant les fêtes, emportée par une pneumonie, quelque chose en lui s'était brisé. Il n'avait pas pleuré. Il s'était replongé dans le travail, s'enterrant sous les chiffres, les échéances, les conseils d'administration, laissant le silence envahir son cœur. Son appartement-terrasse, perché au-dessus des toits de la presqu'île, était un écrin de modernité. Verre, acier, lignes épurées, mais d'une froideur stérile. Les anniversaires passaient sans un regard, les messages s'accumulaient, sans réponse. On le qualifiait de génie, de visionnaire, mais personne ne l'appelait à la maison. Plus d'une fois, il s'était tenu sur son balcon, face aux lumières scintillantes de Lyon, se demandant ce qu'il ressentirait en disparaissant. Le monde continuerait, son empire aussi, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'une petite fille en manteau déchiré le regarde, non pas à travers lui, mais en lui, et voit ce que nul autre n'avait perçu. On est presque arrivé, monsieur Anatole, lança Clémence par-dessus son épaule, sautant par-dessus une flaque gelée qui miroitait sous les réverbères. Il hocha la tête, ravalant une boule dans la gorge. Cette promenade n'était plus une simple traversée de la ville. C'était un voyage à travers la mémoire, à travers la perte. Clémence lui rappelait le garçon qu'il était jadis, perdu, terrifié, jusqu'à ce qu'une âme généreuse lui redonne foi en l'avenir. Et maintenant, cet enfant de 3 ans, vivant au bord du gouffre, l'invitait à son anniversaire simplement parce qu'elle sentait sa solitude. Anatole avait bâti des fortunes dans la technologie, l'automatisation, le progrès. Ses algorithmes optimisaient des chaînes de production. Ses logiciels redessinaient l'avenir. Pourtant, en cet instant, il était guéri par quelque chose qu'aucune machine ne pourrait jamais reproduire. La compassion d'une enfant. Ils bifurquèrent dans une ruelle près de la vieille pharmacie de la rue Saint-Jean, où les effluves de pain frais des boulangeries voisines se mêlaient à l'humidité froide. Clémence pointa un passage étroit entre 2 immeubles aux façades écaillées. C'est là qu'on reste ce soir. Maman dit que le mur est chaud à cause des tuyaux de chauffage. Le cœur d'Anatole se serra. Une couverture élimée, une boîte en carton aplati et un sac en papier froissé constituaient leur foyer éphémère. C'était là qu'elle comptait célébrer son anniversaire. Pas de table, pas de lumière, pas de décoration. Pourtant, Clémence souriait, son visage illuminé d'une joie pure, comme si ce coin de ruelle était un palais. À cet instant, Anatole sut qu'il resterait. Pas par pitié, mais parce que, pour la première fois depuis des lustres, il ressentait un élan vital, une raison d'être. Un fil ténu s'était tissé dans son cœur, le guidant vers quelque chose d'authentique. Il ignorait ce que cette nuit lui réserverait, mais il suivrait ce fil, car il menait peu, être, juste, peu, être, à la vie. Dans l'ombre de la vieille pharmacie,
Au bout d'une ruelle, où les échos des tramways résonnaient faiblement, une lueur orangée vacillait, émanant d'une lanterne improvisée, un bocal en verre, abritant une petite bougie dont la flamme dansait fragilement. L'air était mordant, mais l'étroit passage offrait un abri contre les bourrasques. Là, agenouillée sur un lit de cartons aplatis, se tenait Élise. Ses cheveux blonds, noués en une queue de cheval désordonnée, étaient humides de la brume lyonnaise. Elle portait une veste rapiécée, aux coutures effilochées, et des gants sans doigts, révélant des mains rougies par le froid. Avec une précision presque sacrée, elle disposait un petit cupcake au chocolat sur une caisse renversée, ornée d'une unique bougie blanche. À côté, une boîte à pizza, encore tiède, exhalait un parfum réconfortant de fromage fondu et de tomates. Elle avait économisé pendant 3 semaines, ramassant chaque centime, renonçant à des repas, effectuant de petits travaux de ménage pour des passants, tout cela pour offrir à Clémence un souvenir d'anniversaire digne de ce nom. Élise alluma la bougie avec une allumette tirée d'un carnet presque vide, protégeant la flamme vacillante de la brise avec sa main. Elle fredonnait une berceuse douce, apprise dans son enfance, lorsque des pas légers, familiers, retentirent. Elle leva les yeux, un sourire fatigué, mais empreint d'espoir illuminant son visage. « Ma petite étoile d'anniversaire », commença-t-elle, avant de se figer en apercevant l'homme qui suivait sa fille. Anatole s'arrêta à quelques pas, hésitant, ses mains gantées crispées dans ses poches. Élise se redressa d'un bond, s'interposant instinctivement entre Clémence et cet inconnu. Ses yeux, perçants comme ceux d'un faucon, scrutèrent l'homme. Clémence, inconsciente de l'attention, afficha un sourire éclatant. « Maman, c'est monsieur Anatole, il vient à ma fête. » Élise l'observa de haut en bas. Grand, impeccablement vêtu, son manteau de laine et ses gants en cuir respiraient l'opulence. Il n'appartenait pas à ce monde de ruelles humides et de cartons. Sa méfiance s'intensifia, son corps tendu comme un arc. Anatole ôta ses gants avec lenteur, tendant une main dans un geste apaisant. « Bonjour, je suis désolé si je vous ai surprise. Clémence m'a invité, et je ne voulais pas la décevoir. » Élise hésita, puis serra brièvement sa main, ses doigts froids, contrastant avec la chaleur de sa paume. « Élise, » dit-elle simplement, « je suis sa mère. » Anatole hocha la tête, son regard doux mais sérieux. « Merci de me permettre d'être ici. » Un silence tendu s'installa. Élise étudia son visage, cherchant une trace de malice ou de condescendance, mais n'y trouva qu'une tristesse discrète, un miroir de la sienne. Elle exhala lentement, relâchant un peu de sa garde, et s'écarta légèrement. « On n'a pas de chaise, mais vous êtes le bienvenu. » Anatole s'accroupit près de la caisse, se mettant à la hauteur de Clémence, son regard s'adoucissant. « C'est le festin d'anniversaire dont tu m'as parlé ?» demanda-t-il avec un sourire qui semblait renaître de cendres. Clémence hocha la tête avec fierté. « C'est de la pizza, et maman m'a pris un cupcake avec une bougie. » Anatole tourna les yeux vers Élise, qui haussa légèrement les épaules, comme pour dire « C'est tout ce que j'ai pu faire. » Mais il voyait l'amour dans chaque détail, la bougie soigneusement centrée, la pizza encore fumante, le carton plié avec soin pour former une table de fortune. Il retira son manteau, le plia avec précaution et s'assit dessus, sur le béton glacé de la ruelle. Élise cligna des yeux. « Surprise. Vous n'aviez pas à faire ça, » murmura-t-elle. « Je voulais, » répondit Anatole, ses yeux fixés sur Clémence. « C'est son jour. » Ils s'installèrent ensemble, blottis dans le froid, partageant la pizza unique sous la lueur tremblante de la bougie. Anatole ne prit qu'une part, laissant Clémence se régaler à sa guise, ses petites mains saisissant les tranches avec enthousiasme. Elle lui offrit la première bouchée de son cupcake, et il fit mine de croquer dedans, avant de le lui rendre avec une joie exagérée, déclenchant un éclat de rire. « C'est le meilleur cupcake que j'ai jamais goûté », déclara-t-il avec une gravité feinte, ses yeux pétillants d'une lueur nouvelle. Clémence gloussa. « Vous êtes rigolo, monsieur Anatole. » Puis vint le moment tant attendu. Élise tendit la main vers la bougie avec son briquet, ses doigts tremblant légèrement dans le froid. « Prête, ma chérie ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte d'une tendresse infinie. Clémence hocha la tête, ses yeux brillants comme des étoiles. Anatole tint le cupcake avec précaution, ses mains gantées protégeant le précieux dessert. Élise alluma la bougie, et la petite flamme vacilla dans l'air glacial. « Fais un vœu,
murmura Élise, son souffle formant un nuage dans la nuit. Clémence ferma les yeux, ses petites mains jointes avec ferveur, et chuchota. Je souhaite que personne ne soit plus jamais seul. La flamme vacilla, puis s'éteignit sous le souffle décidé de Clémence. Anatole sentit son cœur se fissurer, comme si un barrage longtemps contenu cédait. Pas un vœu pour des jouets, un lit chaud ou une maison, mais un souhait pour chasser la solitude du monde. Sa gorge se serra, et il tourna légèrement la tête pour cacher les larmes qui perlaient à ses yeux. Élise le remarqua, mais garda le silence, son regard s'adoucissant. Elle le voyait différemment désormais, non plus comme un étranger, mais comme un homme dont la douleur faisait écho à la sienne. Ils restèrent assis en silence un moment, la boîte à pizza vide, le cupcake à moitié dévoré, reposant sur les genoux de Clémence alors qu'elle jouait avec son ours. Ce silence n'était pas pesant, mais apaisant, comme une trêve dans la tempête de leur vie. Anatole observa les murs de pierre usés, les échos des tramways au loin, le froid qui s'infiltrait dans ses os. Pourtant, une chaleur nouvelle l'enveloppait, plus douce que celle des tuyaux chauffants. Il se tourna vers Élise et murmura « Elle est extraordinaire ». Élise hocha la tête, un sourire fragile sur les lèvres. Elle est tout ce que j'ai. Et pourtant, c'est elle qui me donne de l'espoir. Anatole contempla la cire durcie de la bougie sur la caisse, puis les mains d'Élise, rugueuses et rougies par le froid, mais d'une douceur infinie lorsqu'elle caressait les cheveux de Clémence. Il voyait son épuisement, la lutte quotidienne pour survivre, et pourtant, elle avait transformé cette ruelle en un lieu de magie pour sa fille. Pas grandiose, pas somptueux, mais profondément réel. Anatole sourit, un vrai sourire, le premier depuis des mois. Élise le remarqua et inclina la tête. « Ça va ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Je n'ai pas souri comme ça depuis longtemps. » Élise esquissa un sourire, ses yeux s'adoucissant. « Moi non plus. » Et là, dans l'obscurité glacée, entourée de murs écaillés et de cartons, une lueur chaude vacilla entre eux, fragile, incertaine, mais d'une beauté saisissante. Le lendemain matin, Anatole retourna dans la ruelle derrière la vieille pharmacie, son souffle formant des volutes dans l'air glacial. La caisse, le carton, le bocal à bougie, tout avait disparu. L'espace était désert, aussi vide que son cœur à cet instant. Il resta là, immobile, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, une douleur sourde lui serrant la poitrine. Il ignorait pourquoi il s'attendait à les trouver encore là. Les rues de Lyon étaient un kaléidoscope mouvant pour ceux comme Élise et Clémence, où les refuges changeaient de disponibilité chaque nuit. Mais une force intérieure, plus profonde que la raison, le poussait à les revoir, non par culpabilité, mais par un besoin viscéral, une connexion qu'il ne pouvait nommer. Pendant 2 jours, Anatole chercha. Il arpenta les soupes populaires des pentes de la Croix-Rousse, les refuges près de la Saône, les points de distribution alimentaire dans les quartiers populaires, utilisant ses contacts avec une discrétion absolue. Il ne demanda pas à ses assistants de l'aider. Cette quête était la sienne. Enfin, le 3e soir, dans un petit refuge associatif du quartier de la Guillotière, il les trouva. Clémence coloriait paisiblement à une table pliante, son ours niché sous son bras, un crayon rose traçant des arcs-en-ciel maladroits. Élise, non loin, lavait des assiettes avec d'autres bénévoles, échangeant son travail contre un repas chaud et un lit pour la nuit. Quand elle aperçut Anatole, ses yeux se plissèrent, méfiants. « Vous nous avez trouvés » dit-elle, essuyant ses mains sur un torchon élimé. Il sourit doucement, une lueur d'espoir dans le regard. Ce n'était pas facile. Élise jeta un coup d'œil autour, vérifiant qu'il était seul. « Vous n'avez amené personne d'autre ?»« Non, juste moi, » répondit-il. Elle se détendit légèrement, un soupir discret s'échappant de ses lèvres. « D'accord. » Anatole revint le lendemain, puis le surlendemain. Il apportait des plats chauds dans des contenants en aluminium, prétendant qu'il s'agissait de restes d'événements professionnels. Clémence poussait des cris de joie à l'odeur d'un velouté de potimarron ou d'un gratin fumant, tandis qu'Élise, toujours réservée, murmurait des remerciements. Il ne posait pas de questions, n'insistait jamais. Il écoutait, il observait. Les bottines de Clémence, trouées aux coutures, laissaient passer le froid. Alors il trouva un cordonnier dans le quartier Saint-Paul qui accepta de les réparer gratuitement. Quand cela ne suffit pas,
Il déposa une paire de bottes en cuir doublé de laine, à la taille exacte de Clémence, dans la boîte de dons du refuge, sans jamais se faire remarquer. Un soir, voyant Élise tousser, frissonnant sous sa veste usée, il revint le lendemain avec une écharpe en laine douce, d'un bleu profond, et une couverture épaisse, au motif de tartan. Élise hésita, ses doigts effleurant l'étoffe. « C'est trop, murmura-t-elle. »« Ce n'est rien, répondit Anatole avec sincérité. Elle toucha l'écharpe, humant son parfum. Ça sent comme un souvenir, dit-elle doucement. Elle appartenait à ma grand-mère, admit Anatole. Elle disait qu'elle pouvait réchauffer même le cœur le plus gelé. Élise serra l'écharpe contre elle, ses yeux perdus dans un souvenir lointain. Mais lorsqu'il proposa discrètement de l'argent pour un motel ou un meilleur refuge, Élise se raidit, son regard durcissant. « J'apprécie, dit-elle calmement. Mais non. Pourquoi pas, demanda-t-il, déconcerté. Parce que je ne veux pas que ma fille grandisse en pensant que le bonheur vient de ce qu'on nous donne, répondit-elle, ses yeux plantés dans les siens. Je veux qu'elle voie sa mère se battre pour chaque instant de lumière. Anatole resta silencieux, puis hocha la tête lentement. Je comprends, murmura-t-il. Et il comprenait, plus profondément qu'elle ne l'imaginait. Dès lors, il changea son approche. Il aida en coulisses, réglant anonymement des factures alimentaires pour le refuge, organisant un rendez-vous médical pour la toux persistante de Clémence via une clinique locale, sans jamais révéler son nom. Il contacta même la bibliothèque municipale de la Pardieu pour s'assurer que Clémence et Élise puissent emprunter des livres, offrant à la fillette des histoires pour nourrir son imagination. Élise remarquait tout. Elle n'était pas naïve. Mais elle voyait aussi autre chose. Anatole ne forçait rien, ne la faisait jamais se sentir diminuée, n'attendait aucune gratitude. Il était simplement là, apportant des chaussettes neuves pour Clémence, réparant la fermeture éclair cassée du manteau d'Élise sans un mot, riant doucement aux histoires de la fillette, écoutant avec attention les bribes de vie qu'Élise partageait. Peu à peu, les murailles qu'Élise avait érigées commencèrent à se fissurer, laissant filtrer une lumière timide, et bien qu'elle ne l'admît jamais à voix haute, chaque fois qu'elle le voyait attendre devant le refuge, un sac de provisions ou une boîte de crayons à la main, son cœur s'accélérait, touché par une gentillesse rare, authentique. Une soirée paisible enveloppait le refuge, le murmure des résidents s'éteignant dans la nuit froide. Anatole avait apporté un thermos de cacao chaud, parfumé à la cannelle, et des viennoiseries encore tièdes d'une pâtisserie de la rue de la République. Élise était assise face à lui à une table métallique dehors, enveloppée dans l'écharpe qu'il lui avait offerte. Clémence, blottie sur une couverture à côté, serrait son ours, ses paupières s'alourdissant. Ils sirotèrent leur cacao en silence, puis Élise brisa le calme. « Vous êtes-vous déjà demandé comment un seul instant peut fracasser toute une vie ?» murmura-t-elle, le regard perdu dans la nuit. Anatole se tourna vers elle, son visage ouvert, prêt à écouter. « J'étais étudiante en soins infirmiers, » dit-elle. « La meilleure de ma promotion. Je rêvais de travailler avec des enfants comme Clémence, de soigner leurs blessures, d'apaiser leurs peurs. » Ses lèvres esquissèrent un sourire amer. Mais c'était une autre vie. Anatole attendit, immobile. Elle prit une profonde inspiration. Mon tuteur, à l'époque, était censé veiller sur moi. Mes parents sont morts quand j'avais 17 ans, dans un incendie. Il était un ami de la famille. Il m'a recueilli. Je pensais qu'il était ma bouée de sauvetage. Ses mains se crispèrent sur le gobelet en carton, ses jointures blanchissant. Mais il a trahi ma confiance. D'abord par des mots, puis par des gestes. J'étais terrifiée, trop honteuse pour parler. Quand j'ai enfin trouvé le courage de partir, j'étais enceinte, seule, sans rien. Le cœur d'Anatole se tordit, une douleur sourde irradiant dans sa poitrine. J'ai perdu ma bourse, continua Élise. J'ai été chassée de chez lui. Personne ne voulait embaucher une fille enceinte de 21 ans, sans adresse, sans diplôme, sans référence. J'ai nettoyé des chambres d'hôtel, servi dans des brasseries jusqu'à ce que mes pieds saignent, mais les loyers grimpaient et les emplois s'évaporaient. Elle baissa les yeux, ses cils papillonnant pour retenir les larmes. Clémence est née dans un refuge, dans une chambre exiguë qui sentait le désinfectant. Je l'ai tenue dans mes bras, et j'ai cru, juste un instant, que la vie pourrait changer. Une longue pause. Elle n'a pas changé.
Anatole sentit sa gorge se nouer. L'envie de réparer l'irréparable le submergeant. Mais Élise continua. J'ai été suivi, harcelé. On m'a proposé des arrangements par des hommes qui pensaient m'aider. Elle le regarda, ses yeux perçants comme des lames. Alors, pardonnez-moi si je ne fais pas confiance facilement, si je ne m'effondre pas parce qu'un homme apporte du cacao. Et un sourire. Je ne vous le demande pas, murmura Anatole, sa voix douce mais ferme. Je n'ai pas besoin d'être sauvé, ajouta-t-elle, une pointe de défi dans le ton. Je veux juste quelqu'un qui me voie, qui comprenne. Anatole posa son gobelet avec soin. Je vous vois, Élise. Elle détourna le regard, sa mâchoire crispée. Moi, je pensais être l'homme le plus seul au monde, dit-il après un silence. J'ai perdu mes parents jeunes. Ma grand-mère, Célestine, m'a élevé. Elle était mon phare, la seule à m'aimer vraiment. Quand elle est partie l'hiver dernier, juste avant Noël, quelque chose en moi s'est éteint. Il déglutit, sa voix tremblante. Tout le monde pense que j'ai tout. Le pouvoir, l'argent, la réussite. Mais ça ne vaut rien quand personne ne vous attend à la maison. Élise le regarda, vraiment, pour la première fois. Je dirige des réunions. Je signe des contrats à des millions. Et je rentre dans un appartement vide, où le silence est plus assourdissant que la ville. Sa voix se brisa légèrement. Je n'ai jamais eu votre force, Élise. Ce que vous faites pour Clémence, pour vous-même, c'est une résilience dont je n'ai lu que dans les poèmes. Ils restèrent immobiles, deux âmes mises à nu sous la lumière blafarde du refuge, le murmure de lion en toile de fond. Les épaules d'Élise se relâchèrent légèrement. Parfois, murmura-t-elle, je suis tellement lasse d'être forte. Je sais, répondit Anatole. Mais vous n'êtes pas obligé de tout porter seul. Un long silence suivit, sans promesse, ni grande déclaration, mais chargé d'une compréhension profonde. Quelque chose avait changé entre eux. Pas encore de l'amour, mais une connexion plus intime que l'amitié, forgée dans la vérité. En regardant Clémence endormie, puis Anatole, Élise sentit une chaleur qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Elle n'était plus seule. Un coup retentit à la porte du bureau du refuge après le déjeuner. Élise pliait des vêtements donnés quand une voix appela son nom. Elle se tourna, surprise, face à une femme en tailleur gris, un porte-bloc à la main, l'expression froide et professionnelle. Mademoiselle Élise Dubois? Oui, répondit-elle, méfiante. Je suis des services de protection de l'enfance. Nous avons reçu un signalement concernant votre fille, Clémence. Nous sommes préoccupés par votre situation de vie. Elle a été vue dormant dans des conditions insalubres et dangereuses à plusieurs reprises. Nous devons évaluer si cet environnement convient à une enfant de son âge. Élise se figea, le souffle coupé. Non, s'il vous plaît. Elle va bien. Elle est en bonne santé. Je prends soin d'elle. La femme conserva un ton mesuré. Nous savons que vous faites de votre mieux, mais la sécurité est notre priorité. Jusqu'à ce qu'une évaluation complète soit réalisée, nous pourrions devoir placer Clémence en famille d'accueil temporaire. Les jambes d'Élise vacillèrent. Non, vous ne pouvez pas me la prendre. Elle est tout ce que j'ai. Je suis sa mère. Ce soir-là, quand Anatole arriva au refuge, il trouva Élise en larmes, serrant Clémence contre elle. Un bénévole lui expliqua la situation à voix basse. Sans hésiter, Anatole passa plusieurs appels, mobilisant ses contacts avec une efficacité discrète. Le lendemain, il se présenta au bureau des services de protection de l'enfance avec un classeur méticuleusement organisé. Photos de Clémence souriante, témoignages des bénévoles du refuge, dossiers médicaux récents attestant de sa santé, preuve de ses dons anonymes pour leur bien. Être. Il soumit également une lettre notariée, s'engageant à devenir parrain légal, garantissant un logement stable pour Clémence sous la garde d'Élise. Une semaine plus tard, Élise et Anatole étaient assis côte à côte dans une salle d'audience austère, face à deux représentants des services sociaux et un conseiller juridique. Clémence attendait dehors avec une bénévole. L'agent principal prit la parole. « Mademoiselle Dubois, nous avons examiné votre dossier. Votre capacité à offrir un foyer sécurisé à votre fille soulève de graves inquiétudes. » La voix d'Élise trembla. « J'ai fait tout ce que je pouvais. Je n'ai pas grand-chose. Mais elle est aimée, nourrie, habillée. Elle rit. Elle est en sécurité avec moi. » Un agent croisa les bras. « Mais elle dort dans la rue. Pas de revenu stable. Pas d'adresse fixe. » Anatole se leva,
posant sur la table une photo de la nuit d'anniversaire de Clémence, la lueur de la bougie éclairant leur sourire. « Je les soutiens », déclara-t-il avec fermeté. « J'ai vu Élise choisir la dignité face à l'adversité, encore et encore. Elle ne m'a jamais demandé d'aide. C'est moi qui l'ai proposé. » Le conseiller juridique haussa un sourcil. « Quel est votre lien avec l'enfant ? » « Je suis un ami, un témoin, et si nécessaire, je suis prêt à assumer une responsabilité légale pour que Clémence reste avec sa mère. » Un silence s'installa. « Pourquoi ne l'avez-vous pas mentionné plus tôt ?» demanda un agent à Élise. « Parce que je ne voulais pas de pitié, » répondit-elle doucement. « Je voulais réussir pour Clémence, mais je préférerais accepter de l'aide plutôt que de la perdre. » La salle resta suspendue. L'agent principal se tourna vers Anatole. « Vous êtes prêt à être désigné comme parrain sous contrôle juridique ?»« Oui, » répondit-il simplement. « Et vous faites cela sans rien attendre en retour ?» Anatole regarda Élise, puis l'agent. « Je fais cela parce que personne ne devrait perdre son enfant à cause de la pauvreté. » Sa voix, ferme et sincère, changea l'atmosphère de la pièce. Enfin, l'agent soupira. « Très bien. Nous approuvons un plan de protection de 6 mois. Élise conserve la garde sous supervision, avec monsieur Anatole comme parrain. » Élise couvrit son visage, pleurant de soulagement. Anatole posa une main sur son épaule, et pour la première fois, elle le laissa porter une part de son fardeau. Les semaines suivantes, une transformation subtile s'opéra. La méfiance dans les yeux d'Élise s'adoucit. Clémence riait plus fort, plus librement. Anatole s'attardait chaque soir, devenant plus qu'un visiteur, presque une famille. Un après-midi frisquet, dans la salle commune du refuge, partageant un cacao chaud parfumé à la vanille, Anatole s'éclaircit la gorge. « J'ai réfléchi, » dit-il prudemment. « Mon appartement est trop grand pour moi seul. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais si vous l'envisagiez, juste le temps de vous stabiliser, il y a une chambre pour vous deux. Intimité, sécurité, sans obligation. » Élise hésita, son regard oscillant entre doute et espoir. Avant qu'elle ne réponde, Clémence tira sur sa manche. « Maman, il était triste comme nous, mais maintenant, il sourit. » Le cœur d'Élise se serra. Quelques jours plus tard, elle accepta. Éménager fut un défi. L'appartement d'Anatole, avec ses grandes baies vitrées donnant sur la Saône, était trop propre, trop silencieux, presque intimidant. Mais il leur laissa de l'espace, physique et émotionnel, pour s'adapter. Il n'exigeait rien, offrant seulement des gestes simples. Une tasse de thé fumante au matin, des serviettes moelleuses, un coup discret à la porte pour vérifier si elles avaient besoin de quelque chose. Grâce à un contact discret d'Anatole, Élise se vit offrir un poste d'assistante dans une clinique familiale près de la place des terreaux. Elle faillit refuser, craignant qu'on l'accuse d'avoir obtenu le travail par faveur, mais elle travailla avec acharnement, arrivant tôt, partant tard, gagnant la confiance des médecins par sa rigueur et sa bienveillance. Elle se redécouvrait, non pas la jeune fille brisée d'autrefois, mais une femme qui se reconstruisait pierre par pierre. Un soir, Élise rentra pour trouver les lumières tamisées, une mélodie douce flottant dans l'air. Sur la table, un repas préparé par Anatole, un peu brûlé, les légumes coupés de manière inégale, mais empreints d'une tendresse désarmante. Ils rirent autour de la table, échangeant des souvenirs d'enfance. Anatole racontant les plats ratés de sa grand-mère, Élise décrivant l'amour de Clémence pour napper tout de ketchup. Après avoir couché Clémence, Élise se tint près de la fenêtre, regardant la neige saupoudrer les toits de Lyon. Anatole la rejoignit en silence. « Il est heureux ici », murmura-t-elle. « Moi aussi », répondit-il. Un silence chargé s'installa. « Je pensais que l'amour m'était interdit », chuchota Élise. « Après tout ce que j'ai vécu, je croyais que personne ne voudrait de moi. » Vraiment, Anatole la regarda. « Vous n'avez jamais été indésirable. » Pas une seconde. Leurs regards se croisèrent, et dans ses yeux, elle vit une vérité limpide. Pas de la charité, pas une obligation, mais un amour sincère, patient, profond. Il sortit une petite boîte en velours de sa poche. « Elle appartenait à ma grand-mère », dit-il, révélant une bague vintage. Ornée d'un saphir discret, elle disait qu'elle portait tout l'amour du monde. Il s'agenouilla, sans grandiloquence, mais avec une sincérité tremblante. « J'ai perdu ma famille il y a longtemps, Élise, mais ce jour-là, place Bellecour, quand Clémence m'a regardé comme si j'avais de la valeur,
Quand vous m'avez laissé partager votre soirée dans le froid, j'ai retrouvé un foyer. Je vous aime. J'aime Clémence. Voulez-vous m'épouser? Les larmes ruisselaient sur les joues d'Élise. Oui, murmura-t-elle. Oui. Il glissa la bague à son doigt, et pour la première fois depuis des années, ils se sentirent entiers, non pas sauvés, mais choisis. La cuisine embaumait la cannelle et la vanille, une chaleur enveloppante imprégnant l'air comme une étreinte. Des ballons pastels flottaient doucement, attachés aux chaises et aux poignées des placards. Les rires fusaient, ricochant sur les murs comme une mélodie joyeuse. Une banderole artisanale proclamait « Joyeux 4e anniversaire, Clémence », ses lettres colorées, tracées au crayon, entourées de cœurs, d'étoiles et d'un ours maladroit inspiré de celui de la fillette. Au centre de la table trônait un gâteau à 3 étages, paré de glaçage rose, de paillettes comestibles et de petites étoiles en sucre, scintillant sous la lumière tamisée. Clémence, juchée sur une chaise, portait une couronne en papier ornée de son nom en lettres violettes scintillantes et une robe blanche vaporeuse qui dansait autour de ses genoux. Ses joues rosissaient de bonheur, ses yeux pétillaient d'émerveillement. Autour d'elle, une douzaine d'enfants, tous âgés de moins de 10 ans, tous autrefois privés de foyer, de famille ou de bougies d'anniversaire, riaient et applaudissaient. Ce soir, ils étaient des invités chéris, accueillis dans une maison bâtie sur l'espoir et les secondes chances. Anatole, appuyé contre l'encadrement de la porte, observait la scène, le cœur gonflé d'une émotion qu'il peinait à contenir. Élise, en blouse bleue pâle après son service à la clinique, lui donna un léger coup de coude. Il passa un bras autour de ses épaules. « Elle a fait ce vœu l'an dernier », murmura-t-il, la voix tremblante. Et d'une manière ou d'une autre, il s'est réalisé. Élise sourit, ses yeux humides. Elle a toujours su ce qui comptait vraiment. « D'accord, Clémence », appela Élise, s'approchant de la table. « Fais ton vœu. » Clémence ferma les yeux, ses petites mains jointes, et souffla d'un coup les 4 bougies. La pièce explosa en acclamations. « Du glaçage sur ton nez !» cria un garçonnet, riant alors qu'Élise essuyait doucement le visage de sa fille. Après le gâteau, Élise rassembla les enfants sur le tapis du salon pour des jeux et des chansons. Leur rire remplissant la maison. Anatole recula, embrassant la scène. Le feu crépitant dans la cheminée, les jouets éparpillés, un livre de coloriage ouvert sur la table basse. Anatole recula, un livre de coloriage ouvert sur la table basse. Cette maison, autrefois un mausolée de silence, vibrait désormais de vie. Depuis leur mariage 6 mois plus tôt, Anatole et Élise avaient cofondé la Fondation Lumière d'Espoir, dédiée à offrir dignité, sécurité et avenir aux mères célibataires et aux enfants sans abri. Élise, reprenant ses études d'infirmière à mi-temps, supervisait des cliniques mobiles à travers la Fondation, soignant les plus démunis avec une compassion sans faille. Anatole gérait les finances et la logistique, mais l'âme de la mission résidait dans l'empathie d'Élise et l'espoir rayonnant de Clémence. Alors que la soirée s'achevait, les enfants jouaient avec leurs nouveaux jouets, et Clémence, en pyjama douillet, grimpa sur les genoux d'Anatole, bâillant. « Monsieur Anatole », murmura-t-elle, ensommeillé. « Oui, ma chérie. Tu as une famille maintenant, hein ?» Il la serra contre lui, regardant Élise ranger une couverture, puis baissa les yeux sur l'enfant qu'il avait sauvé sans le savoir. « Oui, » murmura-t-il, embrassant son front, « et c'est la plus belle famille du monde. Si cette histoire a touché votre cœur, ravivé votre foi en la gentillesse ou en les miracles du quotidien, vous portez déjà une part de cette lumière. À Histoire des amoureux, nous croyons en la puissance guérissante de l'amour, de la résilience et des liens humains. Chaque semaine, nous partageons des récits poignants comme celui d'Anatole, Élise et Clémence. Des histoires qui rappellent que, même dans les nuits les plus froides, l'espoir peut s'éveiller. Si ces récits vous inspirent, aimez, commentez et abonnez-vous à Histoire des amoureux. Votre soutien nous permet de continuer à illuminer le monde avec ces moments d'humanité. À bientôt, et continuez de croire en l'amour, les miracles et la force de l'âme humaine.